Saviez-vous que toutes les 6 minutes, une personne âgée en France est victime d'un AVC qui aurait pu être évité? C'est une statistique qui glace le sang. Mais derrière ce chiffre se cache une grand-mère qui ne racontera plus d'histoire, un père qui ne pourra plus se promener dans son jardin, une vie qui s'éteint en un instant. Et ce qui m'a poussé à allumer cette caméra aujourd'hui, avec une urgence que je ressens rarement, c'est qu'une nouvelle étude révèle que nombre de ces tragédies sont liées à 4 médicaments courants. Des médicaments que vous avez, très probablement, dans votre armoire à pharmacie à cet instant. Prescrits avec les meilleures intentions, mais dont le danger caché apparaît aujourd'hui au grand jour d'une manière terrifiante. Si vous avez plus de 60 ans, ou si vous vous occupez de vos parents, je vous demande de rester avec moi. Je n'exagère pas quand je vous dis que ce que je vais partager pourrait littéralement sauver une vie, car l'un de ces médicaments, que des millions de personnes considèrent aussi inoffensif qu'un verre d'eau, pourrait en réalité multiplier par 2, voire par 3, le risque silencieux d'accident vasculaire cérébral, aussi appelé AVC, attaque cérébrale ou infarctus cérébral. Je suis le docteur Alexandre Delacour, spécialiste en santé et longévité depuis plus de 20 ans. J'ai vu de mes propres yeux combien une information transmise au bon moment peut faire la différence entre une vieillesse active et une dépendance tragique. Aujourd'hui, il ne s'agira pas de théorie, il s'agira de science, d'études publiées et de savoir que, hélas, trop de professionnels ne prennent toujours pas en compte. Je vais vous dévoiler quels sont ces 4 cavaliers de l'apocalypse pharmaceutique qui menacent le cerveau des personnes âgées. Et plus encore, quelles alternatives sûres vous pouvez et devez discuter avec votre médecin. Le dernier de cette liste est le plus surprenant et, je l'avoue, celui qui me révolte le plus. Accompagnez-moi, car ici le savoir n'est pas seulement un pouvoir, c'est une protection brute, vitale. Mais avant tout, permettez-moi de vous expliquer ce qu'est réellement un AVC. Imaginez que votre cerveau est une grande ville animée. Vos neurones sont les habitations et vos artères sont les autoroutes qui transportent l'oxygène et les nutriments, le carburant vital pour que tout fonctionne. Un AVC survient lorsque le trafic sur l'une de ces autoroutes s'arrête brutalement. Cela peut se produire de 2 manières. La plus fréquente est l'AVC ischémique, un embouteillage colossal provoqué par un caillot qui bloque une artère. Privés de carburant, les habitations, les neurones de cette zone commencent à mourir en quelques minutes. La seconde est l'AVC hémorragique. Une autoroute se rompt et le sang inonde le tissu cérébral, provoquant des ravages. Dans les 2 cas, le résultat est une catastrophe. Et le problème, c'est qu'en vieillissant, notre cerveau devient plus vulnérable. C'est comme un vieil ordinateur, puissant, rempli de sagesse, mais dont le matériel est plus fragile. Il ne gère plus certaines substances chimiques comme avant. Et certains des médicaments dont je vais vous parler agissent comme un virus. Ils surchargent le système, court-circuitent les câbles de cette machine précieuse. Et le pire, c'est qu'ils le font en silence, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Avec cette image en tête, commençons à dévoiler le mystère. Ouvrons cette armoire à pharmacie et braquons une lumière puissante sur les dangers qui s'y cachent. Le coupable innocent, les AINS, anti-inflammatoires non stéroïdiens. Le premier groupe de médicaments est probablement le plus répandu dans tous les foyers, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les fameux AINS, ibuprofène, naproxène, diclofénac. Cela vous dit quelque chose, n'est-ce pas? La solution rapide pour les maux de tête, de dos ou les douleurs articulaires du matin, on les achète sans ordonnance. On les prend presque comme des bonbons, convaincus qu'ils sont inoffensifs. Et c'est là que se cache le danger, dans leur apparente innocence. Pour une personne jeune, au cœur robuste, un ibuprofène de temps en temps ne pose pas de réels problèmes. Mais pour une personne de plus de 60 ans, surtout si elle les consomme chaque jour pour de l'arthrose ou de l'arthrite, l'histoire change du tout au tout. Ces médicaments cessent d'être des alliés et deviennent des saboteurs. Mais comment quelque chose d'aussi courant peut-il être si dangereux? Ce n'est pas un seul mécanisme.
c'est la tempête parfaite provoquée par 3 actions simultanées. La première, l'augmentation de la pression artérielle. Imaginez vos artères comme un tuyau d'arrosage. La pression correspond à la force avec laquelle le sang circule. Les AINS provoquent une rétention de sodium et d'eau dans votre corps, augmentant ainsi le volume sanguin. Dans le même temps, ils rendent les artères plus rigides. Résultat, plus de liquide poussé à travers un tuyau plus étroit et plus dur. La pression explose. Et l'hypertension est le facteur de risque numéro 1 d'AVC. C'est comme forcer les canalisations de votre maison jour après jour. Un jour, ça craque. La deuxième attaque est plus subtile. Elle concerne vos reins et vos plaquettes. Les reins sont les filtres maîtres de votre corps. Les AINS peuvent les abîmer, surtout des reins vieillissants. Et des reins abîmés aggravent l'hypertension. En outre, ils perturbent l'action des plaquettes, ces cellules qui forment les caillots pour arrêter les saignements. Ce déséquilibre peut ironiquement favoriser la formation de caillots, là où il ne faut surtout pas, comme dans les artères cérébrales. La troisième attaque, c'est le coup de grâce, l'athérosclérose. L'usage chronique des AINS alimente une inflammation constante de la paroi artérielle. Une inflammation qui agit comme du papier de verre, râpant l'intérieur des artères. Des plaques de cholestérol viennent s'y coller, s'accumulent, et un fragment peut se détacher, voyager vers le cerveau et provoquer la catastrophe. Pensez à Claude, 68 ans, retraité passionné de jardinage. Il souffrait d'arthrose au genou. Sa solution, diclofénac, 2 comprimés par jour, chaque jour. C'est la seule chose qui calme la douleur, disait-il. Il avait une tension un peu élevée, mais n'y prêtait pas attention. Il ignorait que chaque comprimé attisait le feu. Sa pression montait en silence. Ses artères se rigidifiaient. Un matin, en arrosant ses roses, il a eu un vertige, a lâché le tuyau. Impossible de lever le bras. Il faisait un accident vasculaire cérébral. Le coupable immédiat, un caillot. Mais le terrain avait été préparé depuis des années, comprimé après comprimé. Alors, que faire? Vivre avec la douleur? Bien sûr que non. La solution, c'est la stratégie. Et je le répéterai toujours, ne cessez jamais un médicament de votre propre chef. C'est tout aussi dangereux. La première étape, c'est une conversation honnête avec votre médecin. Posez-lui la question, sans détour. Docteur, avec mon âge et ma tension, cet anti-inflammatoire est-il vraiment le choix le plus sûr pour moi? Quelle est la dose minimale efficace? Et pour combien de temps? Et surtout, il faut envisager des alternatives. Le paracétamol, souvent, est une option bien plus douce pour le cœur. Il existe des gels et crèmes de diclofénac ou d'ibuprofène à appliquer localement, directement sur la zone douloureuse, un soulagement ciblé avec bien moins de risques pour le reste du corps. Et n'oubliez pas le pouvoir de la kinésithérapie, de l'exercice, du chaud et du froid. L'objectif n'est pas de masquer la douleur, mais d'en traiter la cause de manière sûre et durable. Connaître ces informations vous donne le pouvoir de poser les bonnes questions. Et ces questions peuvent sauver votre cerveau. Le risque silencieux pour un problème intime, les anticholinergiques. Passons maintenant au deuxième groupe, celui dont on parle si peu en lien avec les AVC. Et c'est précisément pour cela qu'il est si dangereux. Il cible un problème intime, souvent source de gêne, la vessie hyperactive ou l'incontinence. Pour des millions de personnes, la peur d'un accident limite la vie quotidienne. Sortir, voyager, même recevoir des amis devient un stress constant. La solution proposée, une pilule, un médicament anticholinergique, des noms comme oxybutinine, toltérodine, solifénacine, des noms que l'on croise souvent dans les ordonnances. Ces médicaments promettent de rendre le contrôle, et ils le font, en apparence. Mais ce que peu de gens expliquent, c'est le lien direct, intime, entre ces traitements et la santé de votre cerveau. Pour comprendre, il faut parler d'une molécule, l'acétylcholine. C'est le messager principal du système nerveux.
elle est essentielle à la contraction musculaire, y compris pour le muscle de la vessie, mais elle est surtout cruciale pour la mémoire, l'apprentissage et la cognition. C'est l'huile qui lubrifie les rouages de la pensée. Or, les anticholinergiques bloquent ce messager. Dans la vessie, cela détend le muscle. Le symptôme semble réglé. Mais le problème, c'est que ces médicaments ne sont pas des missiles à tête chercheuse. Ce sont des bombes à fragmentation. Une fois dans le sang, ils circulent partout, atteignent le cerveau. Et là, ils bloquent aussi l'acétylcholine. Le premier effet, bien connu, c'est le déclin cognitif. Leur usage prolongé est clairement associé à un risque accru de démence. Les patients se plaignent de confusion, de brouillard mental, de perte de mémoire, de somnolence. On attribue cela à l'âge. Mais parfois, c'est la pilule pour la vessie, qui éteint les lumières du cerveau. Mais le danger ne s'arrête pas là. Le lien avec l'AVC est bien plus sombre. L'acétylcholine joue aussi un rôle dans la régulation du flux sanguin cérébral. En la bloquant, ces médicaments peuvent empêcher les artères du cerveau de se dilater quand l'organisme en a besoin. Cela crée des zones de sous-approvisionnement, des pénuries d'oxygène qui préparent le terrain à un AVC. Ajoutez à cela des effets secondaires, comme les vertiges en se levant, ou la sédation excessive, et vous avez un cocktail qui peut déstabiliser un système cardiovasculaire déjà fragile. C'est un peu comme si l'on demandait à la tour de contrôle de gérer le trafic aérien avec la moitié du personnel et des radios en panne. Le crash n'est qu'une question de temps. Je pense à Martine, 75 ans, veuve, vive, active. Elle souffrait d'une vessie hyperactive. La peur d'un accident la forçait à annuler des sorties, à renoncer aux choses qu'elle aimait. Son médecin lui prescrit de l'oxybutynin. Et au début, miracle, elle retrouve une vie sociale. Le sourire. Mais avec les mois, ses filles remarquent qu'elle oublie des rendez-vous. Elle confond les prénoms de ses petits-enfants. Puis, un jour, en se levant du canapé, elle a un vertige terrible. Elle tombe. Verdict, un AIT, un accident ischémique transitoire, une alerte, l'ombre d'un accident vasculaire cérébral plus grave. En révisant ses traitements, la cause saute aux yeux. Ce médicament qui lui avait rendu sa liberté menaçait désormais sa vie. L'histoire de Martine est un signal d'alarme. Si vous prenez un traitement pour l'incontinence, agissez. Ne l'arrêtez pas brutalement, jamais. Mais vérifiez si votre médicament est un anticholinergique. Et si c'est le cas, prenez rendez-vous avec votre médecin. Posez-lui la question. Docteur, je m'inquiète des effets de ce médicament sur mon cerveau. Existe-t-il des alternatives plus modernes, plus sûres? Et la bonne nouvelle, c'est que oui. Il existe une nouvelle classe de médicaments, les agonistes des récepteurs bêta-3, comme le mirabegron. Ils agissent par une voie différente. Ils ne touchent pas à l'acétylcholine. Leur profil de risque est bien meilleur. Ils sont une option bien plus sûre pour le cerveau. Mais ce n'est pas tout. Il ne faut jamais négliger les approches non médicamenteuses. Les exercices de Kegel pour renforcer le plancher pelvien sont étonnamment efficaces. Rééduquer la vessie avec des horaires réguliers peut changer la vie. Et parfois, de simples ajustements, comme réduire la caféine, l'alcool ou les boissons gazeuses, suffisent à améliorer la situation. L'incontinence mérite une solution, mais pas une solution qui mette en péril votre cerveau. Vous avez le droit de demander mieux. Nous avons déjà levé le voile sur 2 des coupables. Si ce que vous venez d'entendre vous ouvre les yeux sur des risques que vous ne soupçonniez pas, je vous demande quelque chose de très simple, mais de très puissant. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Chaque clic dit à YouTube que ce contenu est important, qu'il doit être montré à d'autres personnes qui en ont besoin. Votre soutien nous donne la force de continuer à enquêter. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez les notifications. Car les 2 médicaments qu'il nous reste à explorer sont, si possible, encore plus cruciaux. Et vous ne voudrez pas passer à côté. Le miracle inflammatoire au revers sombre, les corticoïdes systémiques,
Le troisième groupe de médicaments est souvent perçu comme un sauveur. Il s'agit des corticoïdes systémiques, comme la prednisone ou la dexaméthasone. Si vous avez déjà fait une réaction allergique sévère, une crise d'asthme, ou si vous vivez avec une maladie auto-immune, vous connaissez leur pouvoir quasi magique. En quelques heures, ils calment une inflammation qui menace de vous consumer. Ils vous rendent votre souffle, votre mobilité, votre vie. Et parce qu'ils sont si efficaces, il est difficile de les voir comme un ennemi. Mais ce pouvoir a un prix élevé, surtout quand l'usage devient chronique. Prendre des corticoïdes oraux à long terme, c'est comme signer un pacte avec le diable. Ils offrent un soulagement immédiat, mais la facture pour votre corps est redoutable. Et l'un des coûts les plus graves, c'est un risque d'AVC qui grimpe en flèche. Le problème, c'est que les corticoïdes ne s'attaquent pas à un seul domaine. Ils lancent une offensive généralisée qui affaiblit les défenses du corps et le fragilise en silence. Je parle ici d'une triple menace. La première, c'est l'hypertension. Ces médicaments entraînent une rétention de sodium et une perte de potassium. Cela provoque une accumulation de liquide dans le corps, ce qui augmente le volume de sang que le cœur doit pomper. Le même mécanisme que les IANS, mais souvent en plus puissant. Résultat, la pression artérielle monte dangereusement. La deuxième, c'est l'hyperglycémie. Les corticoïdes perturbent l'action de l'insuline, ce qui fait grimper la glycémie. C'est ce qu'on appelle parfois un diabète stéroïdien. Votre corps brusquement fonctionne comme celui d'un diabétique. Et un excès de sucre dans le sang est une agression constante pour les vaisseaux. C'est comme si vous baigniez vos artères dans du sirop jour après jour. Elles deviennent rigides, inflammées, vulnérables. La troisième menace, c'est une combinaison toxique. Un impact sur les lipides, ils augmentent le mauvais cholestérol, LDL, et une altération de la viscosité sanguine. Le sang devient plus épais, plus collant, plus apte à former des caillots. Imaginez un décor, des artères abîmées par la pression et le sucre, et un sang dense prêt à bloquer la circulation. Le scénario idéal pour un accident vasculaire cérébral. Je pense à Georges, 72 ans, atteint de BPCO sévère. Chaque crise respiratoire le faisait suffoquer. Et chaque fois, la prednisone l'aidait à traverser l'épreuve. Elle lui sauvait littéralement la vie. Mais il n'y avait pas de stratégie de sortie. Les traitements se sont répétés, puis installés. Sa tension a grimpé. Sa glycémie était toujours aux limites du diabète, mais tous les regards restaient braqués sur ses poumons. Le reste du corps, on l'ignorait. Un après-midi, en lisant, il a vu les lettres danser. Sa bouche s'est affaissée. Une partie de son visage s'est figée. Il avait fait un accident vasculaire cérébral. La prednisone n'était pas seule responsable, mais elle était l'accélérateur, celui qui a précipité le drame. Alors, que faire avec un médicament aussi essentiel, si souvent indispensable ? La réponse n'est pas « n'en prenez jamais », c'est « utilisez-le avec intelligence et avec une extrême prudence ». La discussion avec votre médecin à ce sujet doit être l'une des plus sérieuses que vous ayez jamais eues. L'objectif ? Toujours la dose la plus faible possible, pendant la durée la plus courte possible. Posez les vraies questions. Docteur, avons-nous vraiment épuisé toutes les alternatives pour réduire ma dépendance aux corticoïdes ? Pour l'asthme ou la BPCO, les corticoïdes inhalés doivent être privilégiés. Ils agissent là où il faut, avec beaucoup moins d'effets secondaires systémiques. Pour les maladies inflammatoires, comme la polyarthrite rhumatoïde, il existe d'autres traitements qui peuvent réduire la nécessité de la prednisone. Et si leur usage devient inévitable, alors il faut un plan de protection autour, un bouclier. Cela veut dire un contrôle très strict de la pression artérielle, de la glycémie et du cholestérol. Cela veut dire une alimentation pauvre en sel, en sucre rapide, de l'activité physique régulière. Il faut cesser de voir la prednisone comme un traitement isolé.
et commencez à la considérer comme une situation qui exige une stratégie de santé intégrale pour protéger votre cœur, vos reins et surtout votre cerveau. Le médicament le plus dangereux est son usage détourné, les antipsychotiques. Et nous arrivons au quatrième et dernier groupe. Je l'ai volontairement gardé pour la fin car c'est celui qui comporte le risque le plus élevé et aussi celui qui est utilisé de la manière la plus inquiétante auprès de nos aînés. Je parle ici des antipsychotiques, des médicaments comme la risperidone, l'olanzapine ou la quétiapine, initialement conçus pour traiter des troubles psychiatriques graves tels que la schizophrénie. Dans ces contextes, ils sauvent des vies. Mais une pratique alarmante s'est répandue, leur utilisation hors indication, pour gérer les troubles du comportement liés à la démence. Imaginez une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer à un stade avancé. Elle peut devenir agitée, anxieuse, parfois agressive, des comportements profondément angoissants pour elle et épuisants pour les aidants. Dans un système de santé sous pression, la solution facile et rapide est souvent une ordonnance d'antipsychotiques pour la calmer. Mais cette solution est une roulette russe chimique. Les agences sanitaires les plus strictes au monde, comme la FDA américaine, ont émis leur mise en garde la plus sévère à ce sujet. Un Black Box Warning, soit une alerte encadrée en noir sur le risque accru de décès chez les personnes âgées démentes prenant ces médicaments. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent littéralement doubler, voire tripler, le risque d'AVC. Leur mécanisme de danger est insidieux. D'abord, ils provoquent une hypotension orthostatique, une chute brutale de la tension artérielle lorsqu'on se lève. Cela entraîne des vertiges, des chutes, et chez une personne âgée, une fracture de hanche peut être synonyme de fin d'autonomie. Mais au-delà de cela, chaque chute de tension signifie un moment où le cerveau est mal irrigué. Répétez cela plusieurs fois et vous ouvrez la porte à un accident vasculaire cérébral. Ensuite, ces médicaments perturbent le rythme cardiaque, causant parfois des arythmies qui forment des caillots. Ces derniers peuvent remonter directement au cerveau. Et ce n'est pas tout. Ils induisent un syndrome métabolique violent. Prise de poids rapide, élévation du taux de sucre, explosion du cholestérol. En quelques mois, ils peuvent transformer une personne fragile en patient diabétique. Enfin, et cela est plus récent, on a découvert qu'ils augmentent la viscosité du sang. Littéralement, le sang devient plus épais, plus collant, plus apte à coaguler. Une bombe à retardement. Pensez à Hélène, 80 ans. Elle vivait avec une démence modérée. Ces derniers mois, elle s'agitait, criait parfois sans raison. Son fils dépassé consulte un médecin. On lui prescrit une faible dose de risperidone. Et oui, Hélène devient plus calme, mais aussi somnolente, presque éteinte. Personne ne remarque les variations de sa tension. Jusqu'à ce jour où, dans son fauteuil, son regard se vide, sa bouche se tord. AVC massif. La pilule censée aider était devenue son bourreau. C'est l'une des conversations les plus difficiles, mais aussi les plus cruciales qu'un aidant puisse avoir. Si l'un de vos proches atteints de démence prend un antipsychotique, soyez son défenseur. Demandez au médecin sans détour « Docteur, je suis conscient de l'avertissement de boîte noire. Avons-nous exploré toutes les options non médicamenteuses? Quel est le plan pour arrêter ce traitement le plus rapidement possible ?» Car oui, il existe d'autres voies. La première ligne de traitement des troubles du comportement dans la démence ne devrait jamais être un médicament. Elle devrait commencer par une enquête. Pourquoi est-il agité? A-t-il mal? Une infection? Est-il effrayé, frustré, ennuyé? Les interventions comportementales sont la clé. Créer un environnement apaisant, diffuser de la musique qu'il aime, simplifier les tâches, valider ses émotions. Cela demande du temps, de la patience, bien plus qu'une simple ordonnance. Mais c'est infiniment plus humain et infiniment plus sûr. Un antipsychotique ne devrait jamais être utilisé chez une personne âgée atteinte de démence, sauf en ultime recours, pour une durée très courte, et seulement quand tout, absolument tout, a échoué.
jamais comme solution de facilité. Car trop souvent, le prix à payer, c'est un AVC, dévastateur, évitable. Nous venons de faire un voyage difficile, je le sais. Nous avons ouvert la pharmacie familiale et désigné 4 coupables qui se cachaient à la vue de tous. Les INS, comme l'ibuprofène, ces antalgiques apparemment inoffensifs qui peuvent détruire vos artères. Les anticholinergiques, prescrits pour l'incontinence, qui peuvent littéralement plonger votre cerveau dans le brouillard. Les corticoïdes, tels que la prednisone, un pacte avec le diable, un soulagement contre une dette biologique immense. Et les antipsychotiques, cette solution rapide pour la démence, qui triple le risque de la pire des issues. Le message aujourd'hui n'est pas de vous faire peur, il est de vous rendre le pouvoir. Nous avons pendant trop longtemps délégué notre santé à un système qui parfois par facilité choisit la pilule au lieu de la réflexion. Mais vous n'êtes pas un patient passif, vous êtes le chef d'orchestre de votre santé. Et désormais, vous détenez l'arme la plus puissante, la connaissance, la capacité de poser les bonnes questions, de transformer un monologue médical en véritable dialogue. Ne partez pas angoissé, partez avec un plan. Passez en revue vos médicaments. Identifiez si l'un d'eux fait partie de cette liste. Et prenez rendez-vous avec votre médecin, pas avec peur, mais avec confiance, la confiance de celui qui reprend les rênes. Mais avant de partir, si vous êtes concerné par l'hypertension, ou si vous souhaitez agir dès maintenant pour protéger votre cerveau, votre cœur et vos artères, je vous invite à découvrir une méthode naturelle, simple et validée. Elle permettrait de réduire votre tension artérielle de 2 points, tout en améliorant la glycémie, le métabolisme et même le taux de cholestérol. Ce protocole a déjà aidé des milliers de Français et il commence par une vidéo très claire que vous trouverez juste ici, dans la description. Prenez 2 minutes pour la regarder. Ce que vous allez y découvrir pourrait littéralement changer la trajectoire de votre santé. Et je vous demande une dernière chose. Si cette vidéo vous a aidé, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la, envoyez-la à votre sœur qui s'occupe de votre mère, postez-la sur votre groupe d'amis. Chaque fois que vous la partagez, vous pourriez éviter un appel au SAMU, un lit d'hôpital, une vie brisée. Et surtout, utilisez les commentaires. Racontez-moi votre expérience. Prenez-vous l'un de ces médicaments? Lisez vos témoignages, nous enrichit tous. Et bâtit une communauté de soutien absolument vitale. Merci pour votre attention, merci pour votre temps. Prenez soin de votre cerveau, c'est le seul que vous ayez. À très bientôt.